Donc ce matin, on avait vu une synthèse un petit peu globale de ce qui s'était joué sur l'histoire de nos écoles, et on avait vu à quel point il y avait une identité un petit peu singulière qui tournait autour de cette idée de l'art et de la technique aussi, avec les premières écoles des arts et métiers, les premières écoles gratuites de dessin qui avaient formé justement les écoles des arts décoratifs et des arts appliqués. Et donc là, l'idée cet après-midi, c'est de poursuivre justement sur une approche qui est beaucoup plus contemporaine pour examiner un petit peu notre système au regard justement de la globalisation contemporaine des systèmes de formation, notamment avec la création d'un espace éducatif européen, puisque le traité de Bologne a pour but d'uniformiser les cursus et de modaliser le passage au système LMD, licence, master, doctorat. Et donc, le but, c'est de rapprocher les systèmes d'études supérieures européens, de créer aussi un espace européen de l'enseignement supérieur qui est basé sur une harmonisation des différents continuums de formation, globalement en 3 cycles, justement, et une reconnaissance réciproque des différentes qualifications avec le système européen de transfert et d'accumulation de crédits qu'on dit ECTS. Et la vraie question, c'est aussi qu'est-ce que ça entraîne pour nos formations à nous? Est-ce que les écoles françaises conservent une singularité ou pas? Qu'est-ce qui aujourd'hui fait école justement dans nos formations? Et ce qui se joue aussi en particulier aujourd'hui, c'est avec ce moment de la réforme et du passage des BTS au DNMAD. Et justement, ça pose de nombreux problèmes puisque alors que le design s'est historiquement construit à l'ère industrielle, justement, entre cette dispute entre art et industrie, son inscription contemporaine dans notre société post-industrielle, justement, à l'ère de l'Anthropocène, elle va opérer un renversement de valeurs, autant que ça va élargir aussi le champ des possibles, et ça va bousculer d'une certaine manière l'hégémonie de l'artefact. Et donc là, le but, ça va être d'examiner un petit peu aussi les programmes de nos formations pour regarder un petit peu leurs spécificités et leur singularité, en envisageant ça avant tout du point de vue de la sémantique. Donc il y a une vraie singularité historique qu'on a vu ce matin qui s'est construit avec un rapport aux arts décoratifs et aux métiers d'art qui est très très présent dans les formations françaises de design et qui nous distingue beaucoup des autres pays, puisqu'effectivement on a une grande diversité de nos formations. Il y a les écoles de beaux-arts qui proposent des spécialités ou des options design. Il y a aussi les écoles supérieures et grandes écoles, il y a les universités, les formations du ministère de l'Éducation nationale qui sont intégrées dans les lycées avec les formations DNMAD et DSA. Donc ce qui entraîne vraiment une grande diversité et en même temps une lisibilité un petit peu difficile aussi pour les personnes qui sont à l'international, puisque justement à l'international, les écoles de design, elles sont systématiquement adossées à une université de rattachement dans de très nombreux pays. Et on voit aussi que l'adoption du mot design, on en a parlé ce matin, il a été justement très tardif dans nos filières, alors qu'il faisait déjà consensus depuis plusieurs décennies à l'international. Donc le contexte contemporain de réforme, il s'est construit justement à partir de 2015, à partir de ce constat que notre système de formation, il n'est pas encore adapté aux défis européens, aux défis internationaux. Et c'est ce qui a fait que la réforme justement récente de la filière design et métiers d'art a vu son offre de formation passer au système licence, master, doctorat pour s'aligner avec ce fameux processus de Bologne. Et donc les anciennes formations de BTS auxquelles étaient accolées auparavant différentes spécialités. Donc on avait le design de mode, le design de mode textile et environnement, design de produits, design d'espace, design graphique, design de communication, espace et volume. Et il y avait également les DMA, les diplômes des métiers d'art, et ces BTS et DMA ont justement disparu pour laisser la place au DNMA depuis 2018. Et donc, ce qui est particulier aussi, c'est que le DNMAD, il va se déployer sur une nouvelle taxonomie qui va être déclinée en 14 mentions différentes. Donc, on a animation, espace, événements, graphisme, innovation sociale, instruments, livres, matériaux,
mode, numérique, objet, ornement, patrimoine, spectacle. Et en fait, ces différentes mentions, elles vont être complétées par des intitulés de spécialités qui sont proposés justement par les établissements eux-mêmes, voire même par les équipes pédagogiques. Et ce qui est très intéressant, c'est que le design et les métiers d'art, ils élargissent en fait par ce fait aussi leur territoire d'action, qui fait qu'au-delà d'une préoccupation simplement liée à la production d'un artefact ancré dans un domaine et induit par un intitulé, c'est-à-dire espace, mode, textile, etc., là on va affirmer justement une singularité en faisant le choix d'une spécialité qui va être formulée par les équipes et mettre en avant au final une coloration un petit peu spécifique à chaque diplôme. Donc quand on examine aussi les textes réglementaires, on peut avoir, en tout cas on peut remarquer des choses très très particulières. Donc pour expliquer très rapidement ce qu'est un référentiel, justement, ce qui va nous intéresser après. Donc le référentiel, c'est justement le texte réglementaire auquel vont se référer les équipes pédagogiques. Et le référentiel, donc ça peut être effectivement entendu au sens très large de ce qui vient faire référence pour un groupe de personnes. Et dans le contexte qui nous occupe ici, le référentiel, ça va être justement un cadre collectif qui va être donné, une organisation d'un réel qui est partagé par un certain nombre d'individus qui sont concernés justement par les finalités de la formation qu'il décrit. Et donc ces différents documents qui sont entre autres rédigés par les ministères, ils vont permettre de faire état de la vision justement institutionnelle de la formation et de la discipline par le biais d'instructions qui vont être rationalisées et qui vont être communes justement à l'ensemble de ces formations qui sont dispensées sur le territoire français. Et donc ces référentiels, ce sont des dispositifs réglementaires justement qui vont traduire des besoins, et ça peut être des besoins sociaux comme des besoins professionnels, et qui vont induire des agencements d'ordre pédagogique pour répondre à ces besoins-là. Et dans ces référentiels, on trouve la description du champ professionnel auquel ouvre la filière, l'organisation des enseignements, qui se fait en pôle pour le bac STD2A et en unité d'enseignement pour le DNMAD. Et ces référentiels vont aussi fixer le détail des compétences à acquérir à l'issue de la formation. Et donc, le cadre de cette réforme, il se fonde justement sur une rupture avec l'empilement des connaissances, comme c'était le cas avant. Et il va davantage s'intéresser, en tout cas, à une articulation des compétences qui vont être distribuées justement en transversalité entre différents enseignements. Quand on regarde, par exemple, les anciens référentiels du bac F12, qui étaient vraiment purement, vraiment fondamentalement techniques, orientés vers la technique. Et quand on regarde ensuite les référentiels du bac STI, anciennement justement bac STD2A, quand on regarde aussi les référentiels des anciens BTS, on remarque qu'il y a vraiment un empilement de différentes notions, de différents concepts, de principes à travailler et à faire acquérir aux élèves. Donc c'est vraiment dans une précision des contenus à travers différentes notions. Et les nouveaux référentiels, en tout cas la nouvelle architecture de nos formations, il y a une volonté claire d'ouvrir en fait les différents champs de compétences à d'autres territoires disciplinaires, avec des savoirs qui sont en mouvement, qui vont être recomposés au gré des projets. Donc ça s'appuie encore plus justement sur une pédagogie par projet. Et ce qui est un petit peu particulier et qui peut être aussi problématique à différents égards, c'est justement que l'idée d'un enseignement technique tel qu'il a permis justement la construction historique de notre discipline, aujourd'hui, il est dans ses référentiels, en tout cas, il a l'air d'être plus vraiment opérant. Avant, on avait effectivement dans nos formations une singularité qui s'exprimait justement et qui s'affirmait dans la technique, dans l'idée de la tradition et des savoir-faire à la française, où il y avait un peu justement tous ces métiers d'art et ces industries d'art qui faisaient un peu ce qu'on pourrait appeler la French touch du design. Et maintenant, en fait, ça se joue fondamentalement sur d'autres territoires, notamment l'adossement à la recherche, des référentiels aussi qui sont davantage tournés vers les humanités, vers des enjeux qui sont ceux du développement soutenable, de la littératie numérique, de l'innovation,
Et donc, on va s'attarder un petit peu justement sur le vocabulaire des compétences dans ces référentiels qui va permettre de poser un certain nombre de constats. Donc, ce que je vous propose justement, c'est de vous montrer un petit peu l'analyse sémantique des différents référentiels que j'ai pu effectuer. Alors, pour faire cette analyse sémantique, globalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai extrait les différentes occurrences, donc les différents mots qui reviennent dans le texte, et j'ai calculé leur densité brute, qui, en gros, est le nombre de fois que le mot est employé rapporté au nombre de mots total du document. Et donc, en relevant les occurrences avec les densités brutes les plus élevées, je les ai ensuite classées selon 3 familles sémantiques. Donc en fait, on remarque que dans le référentiel, il y a beaucoup de mots qui ont rapport avec le vocabulaire de l'artefact, qui concerne la forme, les fonctions, la fabrication. Il y a beaucoup de mots aussi qui emploient le vocabulaire de la conduite, donc qui va désigner les méthodes et les processus qui aboutissent à la création d'un artefact. Et puis, il y a aussi une autre famille de vocabulaire qui est celle des valeurs et qui va impliquer justement les valeurs et les postures qui vont motiver la conduite de design. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est de se dire que la présence du vocabulaire de l'artefact, avec des termes comme outils, techniques, technologie, elle est effectivement pas étonnante, puisque le design, historiquement parlant, il s'est construit dans une culture matérielle. De la même manière, la présence des occurrences méthodes ou démarches qui fait davantage état d'une culture de la pensée ou de l'idée, elle se justifie, puisque le design, c'est aussi un corps de théorie et de pratique qui dispose en tout cas de différentes méthodes et de démarches qui sont conceptualisées dans un souci didactique aussi pour son enseignement. Ces méthodes et ces démarches, elles ont d'ailleurs largement été conceptualisées par le courant des design studies et des design methods aux États-Unis, très notamment pour éclairer justement l'épistémologie du design avec différents théoriciens comme Nigel Cross, qui avait publié un article en 82 qui s'appelait Designerly Ways of Knowing et qui réfléchissait justement qu'est-ce qu'un designer sait, quelles sont ses méthodes, quels sont ses outils, comment il réfléchit et comment il fait projet. Et ce qui est plus étonnant en revanche, c'est que dans ce référentiel, il y a l'introduction des termes, en tout cas de la famille des valeurs, qui sont des termes qui n'étaient pas présents avant dans les anciens référentiels et qui sont exogènes en fait au champ du design. Et ces occurrences, elles empruntent le vocabulaire de la créativité, de la prospective, de l'innovation. Et ces valeurs et ces postures, on les retrouve surtout dans la formulation des compétences professionnelles du designer telles qu'elles sont décrites dans ce référentiel. Et il est notamment attendu du designer qu'il développe une part d'intuition et de créativité, donc ça c'est ce qui est exprimé dans les référentiels, un esprit logique, curieux, inventif et une recherche permanente d'innovation. Donc on le décrit vraiment avec une famille qui est celle des valeurs, qui est celle des postures. Il y a à travers ce changement de vocabulaire une importance justement qu'on donne à la conduite aussi dans les situations certificatives. Donc là, c'est le vocabulaire du référentiel du bac STD2A. Et quand on regarde aussi un petit peu justement les situations certificatives, on a aujourd'hui donc 3 épreuves au niveau du bac. 3 épreuves terminales, donc une épreuve d'analyse et méthode en design et métier d'art, une épreuve de conception et création en design et métier d'art et l'épreuve du grand oral. Et l'épreuve d'analyse et méthode en design et métier d'art, elle était très similaire à celle qui existait avant cette dernière réforme. Et en fait, ça consiste en une analyse écrite et graphique d'un corpus de différents documents qui sont articulés autour d'un thème. Et donc, il est tout à fait normal que ça fasse appel à la famille sémantique de la conduite. En revanche, ce qui est plus intéressant, c'est la nouvelle épreuve de conception et création en design et métier d'art qui s'appuie, alors elle aussi, sur un sujet qui est composé justement d'une question centrale, qui est étayée par des ressources qui peuvent être visuelles ou textuelles et qui est accompagnée d'incitations créatives. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la note de service qui définit cette épreuve, elle précise ce qui est attendu, et il est attendu justement du candidat qu'il engage une idéation sous forme d'hypothèse créative.
Et le but est de proposer des hypothèses de réponses divergentes apportant des solutions ouvertes à un problème posé. Et donc là, fondamentalement, dans ce cadre-là, l'acte de design, il est réduit uniquement aux premières phases de la démarche de conception, de l'analyse d'une situation à la production d'hypothèses qui sont diversifiées. Et donc, il s'agit justement de faire état avant tout de l'exercice de la pensée. Donc ça s'incarne vraiment dans ces premières étapes du projet. Et dans ce cadre, on pourrait tout à fait affirmer que l'acte de design, tel qu'il est modélisé, en tout cas par les attendus de ce référentiel STD2A et des épreuves de bac, eh ben, il ne se place plus uniquement justement du côté de la culture matérielle et du faire. Alors, on peut quand même remettre ce constat en perspective du fait que la filière STD2A, elle n'entend pas former des designers au sens professionnel du terme, parce que ce n'est pas une formation qui est professionnalisante. Le but, c'est davantage de développer une culture du design et des métiers d'art à travers des compétences qui vont être réflexives et techniques et mises en œuvre, surtout dans une démarche de projet. Mais globalement, on est vraiment davantage sur ce vocabulaire de la conduite, sur ce vocabulaire des valeurs et des postures. Quand on regarde un petit peu le référentiel des ENMAD en utilisant un peu les mêmes procédés, on va retrouver aussi d'emblée les occurrences d'innovation, de curiosité, de démarche. Et là, justement, quand on examine un petit peu les conditions de certification, on remarque que c'est justement lors du développement d'un projet au cours du 6e semestre, dans les ateliers de création, qui visent justement là aussi à l'acquisition de réflexes d'organisation d'un processus créatif, que l'étudiant est évalué entre autres sur sa capacité à révéler un profil créatif. Et donc là, c'est quand même extrêmement étrange l'arrivée de ces termes de créativité, d'innovation, qui vont convoquer davantage un répertoire d'attitudes et un répertoire de savoir-être, et qui permettent justement de voir une évolution très précise dans les compétences des designers telles qu'elles sont portées, en tout cas par l'institution, et qui soutient globalement un portage institutionnel et politique du design vers, en tout cas, vers l'innovation, vers la créativité. Et cette présence importante justement de la famille sémantique des valeurs, elle va permettre de formuler certains constats sur lesquels je vais revenir ensuite, et qui vont faire état d'une transformation vraiment de la culture matérielle du design vers l'émergence d'un design comme raison pratique ou éthique, je vais revenir dessus très précisément après, et qui est justement davantage fondé sur un système de valeurs et de postures. Donc pour expliquer un petit peu cette importance de la place des familles sémantiques de la conduite et des valeurs qui mettent l'accent sur la démarche, sur les méthodes, sur les postures qui sous-tendent la conduite de design, ça se focalise là-dessus un petit peu au détriment d'un raisonnement autour de l'artefact, donc de l'objet qui est produit, enfin de la chose en tout cas qui est produite, du résultat en fait du projet, mais on va plus mettre l'accent sur le projet lui-même, sur les différentes étapes, sur la démarche. Et donc, il y a cette mutation de la culture matérielle qui s'opère et qui défend une certaine idée du design aussi, qui voudrait peut-être que ce qui vaut aujourd'hui, ce sont davantage les conduites et les valeurs du designer, plutôt que la matérialité de l'artefact et de ce qu'il produit. Et effectivement, si le design, en tout cas tel qu'il s'est construit, à l'ère industrielle, mettait l'accent justement sur cette culture matérielle, sur le faire, eh ben, force est de constater que dans ce passage contemporain à l'ère post-industrielle et à l'ère de l'Anthropocène, on s'attache davantage à la conduite. Alors, ça ne veut pas dire, je pense complètement, qu'il n'y a plus de technique. En revanche, il y a une vraie question qui peut se poser, c'est est-ce qu'il y a une perte de savoir-faire ou est-ce qu'on se dirige vers une perte de savoir-faire? Donc on voit quand même que la famille sémantique de l'artefact avec les techniques, etc., elle reste très présente, mais en tout cas elle est beaucoup moins précise et elle qualifie beaucoup moins les compétences et les situations d'évaluation. Et donc on se rend compte que aussi cette culture matérielle, elle se trouve engagée dans une mutation complète à travers la didactique du design et son enseignement. Puisque d'un modèle d'enseignement qui pourrait être par exemple historiquement situé comme celui du Bauhaus, où les enseignements en tout cas se structuraient sous forme d'ateliers, là on va être dans des modalités quand même un petit peu différentes, puisque si les ateliers de création ici sont toujours présents,
force est de constater qu'ils sont, en tout cas dans les référentiels, davantage envisagés comme un terrain de méthode, de démarche, de questionnement, de recherche, dans les mots qui sont convoqués, plus que dans l'expérimentation du matériau, par exemple. Donc on pourrait voir un petit peu une mutation qui commence à se dessiner, où la génération d'idées, le fait de faire projet et de trouver des idées, ça venait en fait d'abord de la pratique, c'est-à-dire qu'on trouvait des idées en expérimentant à partir du matériau, ou en tout cas de la réalité concrète dont on fait l'expérience. Eh ben, on a presque l'impression aujourd'hui que ça a davantage affaire à une abstraction, à un processus cognitif qui est lié à un questionnement, à l'application d'une méthode. Donc ça, c'est vraiment les choses qui viennent dans les mots qui sont convoqués dans ces référentiels. Donc c'est une mutation qu'on peut regarder aussi de manière un petit peu extérieure, puisque c'est une mutation du design et de son enseignement qui est aussi très favorisée par le contexte de l'essor de ce qu'on appelle le Fourth Order Design, qui a été théorisé par un chercheur qui s'appelle Buchanan, et qui explique justement que la démarche de conception, elle s'oriente de plus en plus vers un design de l'immatériel, du serviciel, de l'expérientiel. C'est ce qui a été expliqué par un chercheur français qui s'appelle Alain Findely, qui a expliqué qu'en fait, il y avait une certaine éclipse de l'objet. Et pour expliquer justement cette éclipse de l'objet, je vais revenir sur cette slide après, mais Alain Findely, il dégage en fait 3 types et 3 modèles dans la démarche de conception. Alors il parle d'abord historiquement d'un design de type 1 comme esthétique appliquée. Donc là c'est vraiment un travail sur la forme, sur les fonctions, un design de type 2 où c'est un design qui est davantage envisagé comme un processus rationnel de traitement de l'information. Et donc là aussi, on va pouvoir parler justement de méthode, de démarche. Et enfin, le design de type 3, il va dégager ça comme un design comme raison pratique ou éthique. Et en fait, il se sert aussi de différents modèles historiques pour expliquer que finalement, dans nos formations de design et métiers d'art, on a toujours eu un espèce de trinôme entre l'art, la technique ou la technologie et la science. Et en fait, ces trois notions, elles se sont reconfigurées à chaque fois de manière très différente au fur et à mesure de l'histoire, au fur et à mesure des différentes écoles. Et c'était effectivement ce dont on avait parlé ce matin, notamment dans les différences entre le Bauhaus et l'école d'Ulm, par exemple, où justement l'arrivée de la science arrive justement dans les années 50 à l'école d'Ulm dans nos formations. Et donc c'est ce qui fait qu'on va davantage se tourner vers un design qui est un processus très rationnel, où on va appliquer une méthode précise qui est figée en se servant d'outils très particuliers. Et donc la présence aussi importante de la famille sémantique de la conduite, elle pourrait rejoindre un petit peu ce fameux design de type 2, qui est un design qui s'appuie sur la logique, mais aussi sur un design de type 3 en employant justement la famille sémantique des valeurs et des postures, notamment dans la description des situations certificatives. Donc on va vraiment passer effectivement à un design comme raison pratique ou éthique, c'est-à-dire qu'il va définir le design en fonction des valeurs qui animent les designers, aussi de leur intention et de leurs intentions et de leur vision du monde. Et donc cette démarche de projet en design, elle a hérité d'une structure un petit peu convenue qui a été assez stable pendant la majeure partie du XXe siècle, avec souvent alors un problème comme input et une solution comme output, qui explique justement ce paradigme de l'artefact qui était l'objet a une solution à un problème donné. Donc c'était presque une démarche uniformisée, un peu comme une recette de cuisine à appliquer dans la manière dont ça a été traité, par exemple, par le design thinking au XXIe siècle, qui a cherché justement à figer une démarche très précise avec différentes étapes, etc. Donc là, on est vraiment dans un processus logique. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une complexification de cette démarche de conception,
avec notamment la complexification du problème en problématique. Et ce qui arrive justement beaucoup dans le vocabulaire de nos référentiels et dans le vocabulaire des designers, c'est cette idée de problématique. Donc on a le problème qui tient davantage en tout cas du paradigme de l'artefact, puisqu'un problème c'est précis, c'est concret, c'est orienté vers le produit, vers la matérialité de l'objet fini et de ses conditions de possibilités en termes de contraintes, etc. En revanche, la problématique, c'est là que ça va être un petit peu différent, c'est que ça va être un élargissement justement du problème qui est davantage centré objet vers des considérations qui vont être plus sociales, sociétales, économiques, symboliques, politiques, en tout cas portées par des enjeux contemporains. Et donc cette utilisation du terme problématique en lieu et place de problème, elle est assez significative justement dans le référentiel d'Enmad. Et c'est justement en se positionnant du côté de la problématique que il va aussi s'agir de défendre une vision de la conduite de design qui est modelée par une façon de penser et d'agir et qui répond à un système de valeurs et de postures face à ces enjeux. Donc c'est pas complètement étonnant que le souci de la problématique, de notre manière, se double d'une autre complexification en aval du projet, qui est celle de l'impact. C'est-à-dire que maintenant, on va aussi accorder une importance à l'impact de notre projet. Et donc, là aussi, le champ des valeurs et des postures, il va être important dans un design qui devient raison pratique ou éthique et qui promet aussi justement un changement épistémologique et méthodologique important, puisque ça va impliquer une vue beaucoup plus systémique en fait, sur la démarche de projet et aussi sur la responsabilité du designer. Et donc, en fait, dans ce système complexe, la démarche de conception, finalement, elle ne tient plus seulement dans ce qu'on va appeler le make ou le do, en fait, l'idée de faire, telle qu'elle a été définie notamment par Bruce Archer, qui a été pionnier des design studies, par Nigel Cross aussi, mais ça va davantage se diluer dans le think, d'où l'essor à un certain moment du design thinking, dans le act aussi. Donc on va être vraiment dans la famille de la conduite, dans la famille des valeurs aussi. Et justement, cette conduite, elle va être dictée un petit peu par une éthique de l'action, en tout cas par des valeurs éthiques. Et c'est ce qu'on voit aussi arriver en ce moment avec l'arrivée du design des services publics, du design d'intérêt public ou d'intérêt général, en tout cas l'idée d'un design civique, où l'inscription du designer, elle se fait aussi en tant qu'acteur dans les débats sociétaux pluridisciplinaires. Et dans cette optique aussi de l'évolution du design vers une raison pratique ou éthique, avec son système de valeurs, il n'est pas non plus étonnant que les référentiels, finalement, à travers la sémantique qui est convoquée, se placent aussi du côté de la créativité et de l'innovation, puisque à chaque fois, c'est des mots qu'on retrouve beaucoup. Pour autant, et c'est ça qui peut poser question aussi, c'est que le design, il ne s'est pas toujours placé spontanément du côté de l'innovation et de la créativité, comme si ça allait de soi. Et même si le design et l'innovation peuvent partager, on va dire, une culture commune qui vise à susciter l'idée, la création et l'invention, en tout cas à trouver les moyens de la faire exister et à la diffuser, leur lien demanderait, je pense, vraiment à être davantage élucidé. Je pense que ça serait important aussi dans les débats contemporains. Mais on peut supposer que ce lien-là, il tient probablement d'une injonction contemporaine qui est venue aussi du monde de l'entrepreneuriat, du monde des industries créatives, et qui va mettre justement l'accent sur l'innovation, sur la créativité comme valeur cardinale. Et donc, c'est ce choix en fait, des termes créativité et innovation en lieu et place, par exemple, de création et d'invention, qui étaient des mots qui se retrouvaient davantage dans les anciens référentiels, il est lourd de sens finalement pour nos formations. Puisque si le design à l'ère industrielle, il s'est construit autour de cette dispute entre art et industrie, force est de constater qu'aujourd'hui, le créatif, finalement, tend à prendre la place de l'artistique dans les référentiels. Et l'artistique devient vraiment, en tout cas la part de l'artistique devient minoritaire
et on force beaucoup justement sur la création, sur la créativité, sur le créatif. Donc voilà, toutes les mots de cette famille-là. Et justement, c'est une tendance qui va favoriser aussi les compétences non techniques, ou ce qu'on appelle aussi les soft skills dans le monde de l'entrepreneuriat, où justement, on va voir arriver dans les référentiels plein de mots dans les situations certificatives qui ne sont pas des mots liés au savoir ni au savoir-faire, mais des mots liés au savoir-être. Donc on va nous parler de curiosité, de créativité, de collaboration, d'esprit critique. Et donc justement, il y a un vrai problème qui fait qu'on pousse vers ces compétences non techniques au détriment des compétences techniques. Et ça, justement, ça va de pair, en tout cas, avec cette constitution d'un design comme raison pratique ou éthique, qui va impliquer dans les référentiels d'enseignement en design et métier d'art un vocabulaire des valeurs, qui va faire appel à un savoir-être créatif, à un savoir-être innovant, et qui vont davantage justement être le fer de lance de ce qu'on appelle le capitalisme cognitif, et qui est un peu une nouvelle mouture du capitalisme version anthropocène. Et pour synthétiser un petit peu sur ce point, donc, et pour conclure aussi, on peut se dire justement, ou en tout cas se questionner sur le fait que la culture matérielle, qui est traditionnellement en tout cas associée à notre discipline, est-ce qu'elle s'efface justement petit à petit au profit de ce modèle de design comme raison pratique ou éthique, justement avec la structure de cette démarche de projet qui évolue d'un système problème-solution vers un système qui est orienté par une problématique et qui est défini en tout cas par l'impact du projet et les valeurs qui sont portées par le designer. Donc tout ça, ça peut poser énormément de questions. Et d'autre part, justement, l'autre partie problématique, c'est justement le créatif qui tend à prendre la place de l'artistique dans nos formations, où les compétences du designer, elles évoluent vers des compétences non techniques qui convoquent les valeurs, les attitudes, les postures, les savoir-être. Et donc, le design, en tout cas tel qu'il est porté par l'institution, il ne réside plus complètement dans une épistémologie qui est figée, mais dans une pluralité de postures de designers qui vont être guidés justement par un système de valeurs, une morale de l'action, pour faire face aussi aux enjeux brûlants de notre temps, dont le but justement pourrait être de préserver ou en tout cas maintenir l'habitabilité du monde. Et cette singularité finalement de l'identité et de l'ADN de nos formations, où chaque école va choisir la formulation de ses spécialités, elle existe effectivement dans cet aspect-là, mais en même temps, il y a cette forme d'uniformisation de leur architecture justement dans les référentiels pour répondre à des enjeux qui sont à une autre échelle, qui sont à une échelle plus globalisée, qui sont à une échelle mondiale. C'est vraiment le cas de manière importante en ce moment, puisqu'il y a le chercheur Don Norman qui a impulsé un mouvement qui s'appelle Future Design Education, qui est en fait un comité scientifique de réflexion qui rassemble de très nombreux pays et dont le but est de repenser justement l'éducation du design et l'enseignement du design pour le 21e siècle, et dont l'ambition affichée est d'équiper les designers avec des compétences et des questionnements qui soient plus inclusifs, plus soutenables, équitables et responsables. Donc là aussi vraiment sur un système de valeurs pour produire non seulement des produits, mais aussi des systèmes, des modes d'organisation de la société. Donc on est vraiment dans une culture qui est plus complètement celle d'une culture matérielle en tout cas. Et cette échelle, justement, cette échelle globale, cette échelle mondiale, d'une certaine manière, elle va impliquer aussi de l'uniformisation, mais par laquelle on va répondre justement individuellement par la singularité, notamment par la singularité d'une conduite, par la singularité d'une valeur, par la singularité d'une vision du monde. Voilà. Et je vais m'arrêter là pour cet après-midi. Merci beaucoup. Bien, donc... Après cette autre intervention, il faut que je me déplace jusque là-bas, c'est ça ? Il faut que je me mette dans l'image, mais je vais en ressortir pour distribuer le micro. Donc comme je ne sers pas à grand-chose, à part mettre les choses en œuvre.
voilà, peut-être donner la possibilité donc, aux uns et aux autres de poser leurs questions complémentaires, parce que c'est pas encore tout à fait terminé du coup. Non. Il y S'il a y a encore des- le temps de s'il y a des de la questions, discussion, oui, bien sûr. voilà. C'est important, la discussion. Ah bah, avec plaisir. Merci pour cette présentation. Enseignant à l'ESAT, je réagirai sur de nombreux points, au regard aussi de mon expérience, parce que je suis né dans l'artefact, enfin j'ai suivi une formation dans l'artefact. Dans votre processus de présentation, vous parlez du STD2A, du DNMAD, Oui. pas du DSA. Non, parce qu'en fait, c'est un projet de recherche qui est en cours. Et donc, pour l'instant, mon analyse a été celle des référentiels de DNMAD et de DSA et de STD2A, justement, parce qu'ils faisaient l'objet d'une réforme qui était très récente. Mais effectivement, c'est un travail qui devrait être fait aussi pour voir un petit peu l'évolution entre les différents référentiels dans le temps. Pour le DSA, il me semble qu'il y en a eu deux. Il y en a eu un premier dans les années 80 et un deuxième au début des années 2000, si je ne me trompe pas. Donc effectivement, il faudrait le faire aussi, parce que je pense qu'il y aurait une évolution intéressante aussi à voir de ce côté-là. Oui, parce que sa place dans le LMD reste problématique, parce que on a un DSA qui fait un équivalent Master 1, là où le DNMAD fait une licence 3, donc effectivement, c'est pas non plus le lieu de la discussion, mais on ne sait pas ce que deviendra ce c'est tout DSA. à fait le lieu. Voilà. Effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que c'est une réforme qui a été portée dans le cadre de l'application justement du traité de Bologne, et qui visait à transformer justement les BTS qui étaient des bac+2 en des formations qui valent grade de licence, donc bac+3, quand bien même le DSA, donc qui suit, du coup n'est pas pour l'instant rénové. Ça serait important qu'il le soit. Et même si effectivement, pour en avoir discuté avec Alexandre ce midi pendant le déjeuner, où on ne sait pas est-ce que ça va être fait, est-ce que ça ne va pas être fait, et c'est inquiétant que ce ne soit pas fait, parce que c'est aussi quelque part une dévalorisation aussi de nos formations, de l'histoire de ce qu'on a pu faire et amorcer, et de nos formations justement qui ont une identité très particulière, et ça serait dommageable justement de ne pas les revaloriser justement au Grand Master. Ouais. Oui, il est vrai qu'on constate qu'effectivement les étudiants qui sortent avec un DNMAD d'aujourd'hui vont plutôt fuir, vont aller vers les écoles d'art, ce qu'on appelait les écoles d'art, plutôt que les écoles d'art appliquées. Voilà. Ouais. Merci. Et donc on évoquait là justement lors du déjeuner le fait que même si effectivement c'est un risque, cette fuite vers les écoles d'art, la Cour des comptes avait dans ce point de comparaison entre justement l'arrivée du DNMAD et l'existence donc des filières d'art et de design dans certaines écoles relevant donc du ministère de la Culture, que aujourd'hui, même si ces écoles donc délivrent le grade de master, elles ne sont pas tout à fait au niveau. Donc ce diplôme est validé pendant qu'effectivement le nôtre est en suspension. Derrière, effectivement, cette première étape quand même de la réforme, donc les premières fournées sont sorties l'an dernier des écoles qui avaient été désignées comme pilotes sur cette réforme. Nous engageons, nos collègues sur la troisième année donc accompagnent la première fournée des DNMAD de nos propres parcours. Effectivement, cette question, elle reste en suspens. Elle est sans doute une urgence, mais on ne saurait, vu les urgences qui aujourd'hui nous occupent, on peut se demander effectivement. C'est une urgence. Et effectivement, si on nous parle justement du traité de Bologne sur la nécessaire internationalisation de nos formations, c'est aussi pour être compétitif. Comment on peut être compétitif si les DSA ne sont pas revalorisés au grade de master? C'est un vrai problème. Tout à fait. L'autre question,
on peut très bien filer effectivement le questionnement un peu plus loin. Je ne sais pas si on peut parler d'injustice. Tant qu'effectivement les choses ne sont pas intégralement verrouillées, on peut se poser la question. Je vais quand même enlever le masque pour parler dans le micro. J'ignore si c'est le cas dans toutes les filières, enfin dans toutes les spécialités à l'échelle nationale, mais en tout cas dans beaucoup de nos propres spécialités à l'école, on a une forte présence quand même de femmes, enfin de jeunes filles en tout cas, enfin de filles tout simplement dans nos formations. Que ces formations soient remplies par effectivement ces jeunes femmes, je m'interroge justement sur le fait de laisser ce niveau d'études voilà, en sous-régime ou en tout cas maintenu au plancher sans effectivement permettre à ces jeunes femmes d'obtenir des postes équivalents à d'autres, effectivement. Donc ça, c'est peut-être une question supplémentaire, mais je pense que dans certaines filières, elle se pose très concrètement. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Je sais pas. Je pense que j'irai peut-être avec plus de prudence que toi sur ce terrain-là. Après, c'est vrai qu'il y a un vrai problème de parité dans nos formations, on le sait. Il y a peu d'hommes. Et ce qui est d'ailleurs... Enfin, ce qui est assez révélateur aussi de l'histoire de notre discipline, qui fait que c'était un petit peu mi-figue, mi-raisin avec le côté savoir-faire qui était et métier d'art aussi qui était très réservé aux femmes, donc broderie, tissage, etc. Mais en même temps, des choses beaucoup plus techniques qui étaient, qui se faisaient dans les lycées techniques et qui étaient davantage réservés aux hommes, effectivement. Mais l'héritage de nos formations s'est effectivement tourné vers des diplômes où effectivement les places dans les formations sont davantage remplies par des jeunes femmes que des jeunes hommes. Mais effectivement, c'est très dommage d'avoir peu de parité, et ça engendre des problèmes très concrets de nos élèves qui se plaignent qu'il n'y a plus de place dans les vestiaires filles, alors que dans les vestiaires garçons, il y a beaucoup trop de place. Mais c'est effectivement vrai. Après, est-ce que c'est ce qui motive, politiquement parlant, la non-reconnaissance, ou en tout cas le fait de mettre le pied sur la pédale de frein pour la revalorisation je ne sais pas, je pense que c'est plus une question, parce qu'en fait on a une identité en France tellement singulière et éclatée entre les différents ministères de tutelle, que je pense que ça se situe davantage dans des rapports de force, en tout cas entre les différents ministères de tutelle, où chacun essaie de garder un petit peu son précaré, et je pense que le problème est surtout là. C'est d'ailleurs une des recommandations de ce fameux compte rendu, oui. De toute façon, de la Cour Mais des comptes. c'est ça, c'est l'éternel problème en fait de l'adossement à l'université dans le cadre d'une masterisation des formations. Ouais. En tout cas, cette situation, qu'elle soit en termes sur la question de la parité, c'est une réalité quand même, malgré tout importante. Évidemment, on ne peut pas imaginer que ce soit une stratégie, parce qu'effectivement, ça poserait d'autres questions. Mais voilà, on ne sait pas comment cette parité peut se réguler là aussi en termes d'inscription. Il y a d'autres questions d'ailleurs qui, derrière la simple architecture des formations, se posent aussi en termes de recrutement. Mais en tout cas, voilà, c'est sûr que le travail entamé, et qui est déjà bien compliqué, risque d'être encore assez long et sans doute exaltant. Oui. Je dois dire que moi, je suis tout à fait à côté de vos sujets, et je suis terrifié par la complexité de mise au point pédagogique. Est-ce qu'il y a une corrélation avec cette mise au point pédagogique et les métiers qui vont être occupés après par les gens que vous formez, enfin qui sont formés sur ces méthodes? Je veux dire j'ai l'impression qu'on arrive à une formation qui devient abstraite et pas appliquée, pas applicable. Alors, oui et non. C'est-à-dire que à la base, les référentiels, en fait, ils sont produits par le ministère, mais en concertation avec un consortium de professionnels
Et je crois que justement pour la production de certains nouveaux référentiels, il y a eu différents intervenants. Je ne sais pas s'il n'y avait pas les Bouroulec, il y avait Pierre-Damien Huyghe aussi. Donc en fait, il y a quand même une concertation avec les professionnels parce que c'est aussi pour refléter les besoins du monde professionnel, parce que ce sont des formations qui sont professionnalisantes, mais en même temps, après, il y a un tel travail avec du verbiage complexe, etc., et des allers-retours très nombreux, je pense, qui font que ça devient un petit peu l'usine à gaz, effectivement. Après, est-ce qu'on forme avec des compétences qui sont nécessaires dans le monde professionnel? J'aime à penser que c'est le cas. Mais après, c'est sûr que c'est une mise en œuvre qui est extrêmement complexe au sein des équipes pédagogiques, qui dépend beaucoup et qui repose beaucoup sur les équipes pédagogiques, puisque en fait, il y a beaucoup de contenu dans les référentiels, mais davantage sur les compétences, sur les modalités d'évaluation. Mais finalement, les contenus sont laissés beaucoup à l'appréciation des équipes. Et donc, après, c'est aussi des constructions, justement, dans chaque diplôme, dans chaque filière, dans chaque spécialité, où ça va s'orienter justement différemment. Mais après, ça reflète quand même un vrai besoin aujourd'hui où on a des designers qui vont travailler, par exemple, dans les mairies, etc., où ça va être davantage pour faire du design de politique publique, par exemple. Donc on va quand même avoir une espèce de porosité et un élargissement du champ du design qui fait qu'on doit de plus en plus former des champs professionnels qui sont de plus en plus ouverts. Donc c'est forcément de plus en plus difficile parce que ça ouvre complètement. Mais en même temps, on doit essayer de préserver aussi une spécificité. Donc c'est sûr que ça ajoute en complexité et en complexification. Est-ce que ces étudiants sont complètement armés pour le monde professionnel? J'en suis pas sûre. Complètement, j'en suis pas sûre. Toutes ces analyses, c'est un peu qui trop embrasse mal les trains. J'ai l'impression qu'effectivement, ils vont avoir un esprit bien ouvert, mais qui sera appliqué à rien du tout. Enfin, ils auront du mal à s'intégrer quelque part. Sans être trop réductif, j'ai l'impression qu'on aurait pu partir des besoins pour définir les formations et non pas des formations pour définir pas les besoins, mais ils sont vraiment partis des besoins, mais ils sont justement partis aussi de besoins qui ne sont pas uniquement des besoins qui sont venus du champ professionnel, mais qui sont des besoins plutôt sociaux, etc. Donc en fait, il y a la volonté de mettre ensemble ces différents facteurs, à la fois le champ professionnel et à la fois les nécessités du monde contemporain dans lequel on vit. Et c'est vrai qu'en même temps, c'est pas évident, puisqu'on sait que les étudiants qu'on forme aujourd'hui vont exercer leur métier pendant plusieurs décennies, etc. Et certainement pendant des années avec des événements, on va dire, mondiaux importants qu'on ne connaîtra pas, qu'on ne mesure pas. Donc c'est une question qui est compliquée, ouais. Dans le prolongement de ce que disait mon voisin, je me pose la question du faire. Vous parliez des réformes qui ont eu lieu. J'en ai essuyé quelques-unes et j'ai pu observer effectivement que le temps du faire a été réduit au regard du temps du savoir. Quel rôle a encore le faire aujourd'hui dans les formations design? Quelle singularité peut-il encore avoir? Parce que c'est celui qui vient définir la forme. Et par expérience, qui est la mienne, et je m'appuyais dessus, le temps de l'apprentissage était nécessaire pour donner forme à. Et voilà, moi je reste avec ce questionnement au travers de ces réformes sur la dimension du faire, qui est de plus en plus réduit et qui manque. Alors est-ce que mon propos est juste? Qui manque de singularité, c'est-à-dire on a des étudiants qui savent faire,
mais ils savent faire tous de la même façon. C'est-à-dire que là où on allait chercher peut-être une singularité, une écriture, c'est un peu plus compliqué à trouver aujourd'hui. Ben, effectivement, la question du faire, elle se pose nettement. C'est très problématique. Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment une réponse concrète à apporter. Le faire, il est quand même porté par certains mots dans les référentiels, mais il ne précise pas vraiment effectivement les activités qui se déroulent et l'évaluation. Et effectivement, ça devient presque à l'appréciation de l'enseignant. Alors, on peut aussi se poser la question du modèle. Est-ce qu'il faudrait peut-être qu'on revienne à un modèle d'école plus Bauhaus, où finalement on aurait dans l'école différents ateliers, etc., que les élèves pourraient expérimenter, laisser du temps pour ça. Mais en fait, on a effectivement l'impression que parfois le faire est dissocié d'une certaine manière de la pratique de projet, en tout cas telle qu'elle est envisagée. Et ça, c'est un vrai danger. C'est-à-dire qu'il faut réussir à ménager justement le faire au service d'une pratique de projet dans les différents enseignements aussi diversifiés qu'ils soient. Et ça peut être aussi du faire du côté des sciences humaines, hein. On pourrait tout à fait l'imaginer aussi, hein. Pour vous, est-ce que le faire serait encore des compétences du designer? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est ça, c'est le vrai problème de l'inscription du savoir-faire dans nos référentiels. Et cette réforme a soulevé justement un certain nombre de velléités sur l'éventuelle perte de ce savoir-faire. Après, vraiment, je ne serais pas capable de répondre vraiment de manière vraiment tranchée, parce que c'est vrai qu'après, il y a tellement une grande liberté pédagogique pour les équipes que c'est difficile à envisager. Mais en tout cas, il est certain que par exemple, en bac, dans la perspective de préparation des épreuves de bac, le faire est complètement laissé de côté, oui. Heureusement, pas forcément dans la pratique des projets. Pas dans la pratique de projet. Voilà. Là, je parle juste des situations certificatives. Merci. Justement, sur le savoir-faire et le savoir-être, lorsque c'était donc les BTS, pour accéder au BTS, le bac technologique avait une priorité. Et il fallait donc passer par une MANA pour les autres bacs. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et est-ce que vous pensez que les écoles ont la possibilité de mettre en avant comme le savoir-faire des bacs technologiques ou des bacs pro plutôt que le savoir-être? Parce qu'on peut remarquer quand même que dans beaucoup d'écoles, eh bien, on favorise le savoir-être, même pour l'accès au DNMAD, puisque les bacs généraux sont largement favorisés au niveau des chiffres. Donc, comment est-ce que vous pouvez, en tant que professionnel et équipe pédagogique, favoriser donc le savoir-faire? Effectivement, mais en fait, c'est une question compliquée puisque chaque école va avoir et chaque équipe va avoir un petit peu sa propre politique de recrutement. Mais effectivement, ce qu'on disait, c'est qu'il y a une recherche effectivement beaucoup d'une individualité, d'une écriture singulière, et ce qui fait que l'attention est davantage portée justement dans l'examen des dossiers, je pense, à cette histoire de créativité, de curiosité, etc., et d'appétence. Et finalement, le savoir-faire, enfin, en tout cas le savoir-faire des bacs technologiques, c'est un savoir-faire qui reste assez limité et qui n'est pas forcément ancré d'emblée dans la discipline qui est demandée, mais ça peut être des savoir-faire, c'est-à-dire savoir composer une planche, savoir mettre en page, etc. Donc en fait, mine de rien, c'est des choses qui ne sont pas complètement un savoir-faire matériel et technique, mais c'est un savoir-faire aussi sur le projet, donc avoir plus de flexibilité cognitive quelque part, je sais pas, mais c'est compliqué. J'ai pas l'impression qu'il y ait un savoir-faire particulier du côté des élèves qui viennent de bac techno, mais c'est une question qui est difficile, mais vous avez tout à fait raison. Les élèves qui viennent de bac général sont en général plutôt favorisés dans
dans les formations. Et justement, ça a été vu en tout cas comme un gros problème aussi par les professeurs d'art appliqué qui se sont dit que va devenir en fait ce fameux bac STD2A, est-ce qu'il va disparaître ou pas? C'est une question qu'on peut légitimement se poser. J'en ai pas la réponse. J'ai pas l'impression qu'il soit tout de suite amené à disparaître, mais en tout cas dans le futur, si on se projette à une échelle un peu différente, je sais pas, peut-être. Ah. Merci. Je pensais encore à ce qu'on avait vu ce matin dans cette histoire des écoles de design et ce qui ressort à mes yeux souvent de cette histoire conjointe du design et de son enseignement, hein, tu l'as bien montré ce matin, ce sont des enjeux de pouvoir très importants, de pouvoir très concret. On parle de faire, c'est pour ça que je pense à cette histoire de pouvoir. Il y a la question très concrète de qui a les moyens et le pouvoir, et peut-être le droit en même temps, de produire le monde, de donner forme au monde, aux choses autour de nous, etc. Qui a les moyens et le pouvoir de déterminer son environnement? Il y a ceux qui peuvent et il y a ceux qui ne peuvent pas. Et quand on est mis comme ça, évidemment, devant des enjeux de réforme et en même temps de généralisation, d'homogénéisation, on retrouve ces questions, c'est-à-dire qu'on se voit pris dans un design descendant qui va nous mettre dans des structures informées par d'autres. Et donc, ma question, s'il y en a une, je pense que juste tu vas déjà avoir des choses à répondre sans que je formule une question. Mais la question, ce serait, est-ce qu'on est devant un design de l'enseignement du design qui nous imposerait finalement quelque chose d'une toute autre nature que ce dont on a vu la genèse ce matin à travers la présentation des diverses étapes de l'histoire de cet enseignement et de cette discipline, parce que vraiment ça va ensemble. Voilà, est-ce que c'est un redesign du design, et auquel cas il nous impuissanterait en quelque sorte? C'est ça dont tout le monde a peur, j'ai l'impression, hein, c'est d'être impuissanté, de se faire confisquer ces moyens d'agir qui sont consubstantiels à la discipline. Alors oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Il y a des vrais enjeux de pouvoir et des luttes de pouvoir. Et cette question justement du pouvoir et du bien fondé de la démarche, elle se pose aussi même dans l'éthique du designer même, puisque un des premiers designers, de manière un peu provocante, c'était un monsieur qui s'appelait Holmes, et qui habitait à côté d'un abattoir qui a été un des premiers abattoirs mécanisés au moment de la révolution industrielle, donc qui abattait des porcs. Et ce monsieur s'est dit, mais c'est formidable, ces nouvelles techniques, etc. Je vais les mettre à profit pour tuer des gens. Et donc, il a conçu une maison pour tuer, avec vraiment des pièces où il enfermait, où c'était isolé pour que personne n'entende crier, avec des conduits de gaz pour asphyxier. Il pilotait des choses depuis sa chambre forte. Il y avait un petit conduit justement pour jeter les corps au sous-sol. Et donc ça, c'est un des premiers designers de l'histoire, mais qui a regardé en même temps cette histoire de progrès technique de manière très, 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 très intelligente, et se dire, tiens, comment cette innovation-là, je vais pouvoir la transposer et l'emmener sur un autre territoire. Et en fait, le designer, il fait aussi ça, c'est-à-dire qu'il transpose vers d'autres territoires. Et cette idée, ce rapport au pouvoir et à l'éthique, elle est très très problématique, mais en même temps, sur ce qu'on a vu justement, c'était des écoles avec des projets pédagogiques très, très, très radicaux, en tout cas nouveaux, où ça rappelle un peu le fonctionnement des écoles démocratiques qu'on a aujourd'hui, mais en même temps, c'est compliqué, en tout cas du côté du ministère de l'Éducation nationale, effectivement, parce que ce sont des référentiels, et donc ça promeut une nécessaire uniformisation pour faire en sorte que quelqu'un qui est diplômé dans une école
à Nantes soit le même que quelqu'un qui est diplômé dans une école à Paris, par exemple. Mais effectivement, tout ça, ça se fait par le biais d'instructions qui sont rationalisées. Alors, ça pose aussi la question de la liberté pédagogique, qui, je pense, est réelle quand même. Mais en même temps, c'est vrai que ça enlève une certaine partie du pouvoir d'agir. Je pense que c'est plus le cas, justement, dans les écoles sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Enseignement supérieur, que c'est peut-être et c'est un petit peu moins le cas, je pense, dans les écoles du ministère de la Culture, qui prennent les choses beaucoup plus à bras le corps. Je pense par exemple à l'ENSI qui, je crois que c'était en septembre dernier, au moment de la nomination du nouveau directeur, comme les étudiants et professeurs n'étaient absolument pas d'accord avec la nomination par le ministère de ce nouveau directeur, ils ont voulu faire le mur, et c'est-à-dire qu'ils ont littéralement érigé un mur de parpaing pour bloquer le bureau de la direction, quoi. Donc effectivement, il y a des écoles où il y a davantage une tradition justement de lutte et être acteur et vraiment avoir une place en fait pour réfléchir à comment on forme. Et effectivement, aujourd'hui, l'enseignement du design, d'une certaine manière, c'est tout autant le design de l'enseignement, puisque on va concevoir un dispositif. Et le designer, je pense, a sa place pour réfléchir à ça. Est-ce qu'il faudrait faire intervenir des designers de services publics pour concevoir les nouveaux référentiels, peut-être? Mais après, c'est vrai que c'est compliqué parce que ce sont des instructions qui sont très descendantes. Donc, comment ménager peut-être justement plus d'horizontalité justement en tirant parti de ce qui a été fait à Ulm, au Bauhaus aussi, éventuellement à l'Institut de l'environnement, où il y aurait peut-être justement des leçons à tirer de comment ça a été fait et comment on peut avoir des solutions aujourd'hui qui placent en fait le pouvoir autrement que dans une stratégie qui est très descendante, quoi. J'allais justement intervenir et poursuivre avant de te céder la parole. Ouais. On passe de la pédagogie du design au design de la pédagogie, mais on sait très bien qu'à l'échelle de la classe, qui est quand même la réalité professionnelle dans laquelle principalement on se retrouve tous en tant qu'enseignants, c'est-à-dire qu'on est en confrontation. Enfin, en confrontation n'est certainement pas le bon terme, en tout cas on est en accompagnement avec effectivement donc ou des groupes ou des classes entières d'élèves. Notre métier, c'est-à-dire ce qui fait un petit peu l'essentiel donc de l'exercice tout simplement d'enseignement, consiste quand même en grande partie à tester quand même des propositions et à observer, analyser ce qu'on en retire, ce que les élèves ou les étudiants en retirent, sans mettre effectivement complètement de côté ce que n'importe quelle réforme constitue comme cadre. Cette réalité-là, elle est vécue quand même en grande partie de façon individuelle en tant qu'enseignant. Oui, tu as raison. Ne serait-ce qu'agencer la classe, choisir un dispositif spatial, ça va mettre en jeu justement différentes choses, et c'est une manière de se dire, bah oui, en fait, je suis en train de faire du design de l'enseignement, quoi. Ouais. Voilà. Et puis ce qui est assez intéressant, puisque on n'a pas encore eu l'occasion d'aborder cette question-là, c'est que cette pratique de la co-conception, de la mise en place du projet est de plus en plus plébiscitée, en particulier auprès des niveaux les plus élémentaires, tout simplement, donc de l'éducation nationale. Oui, c'est exactement vrai. Et globalement, toutes les formes d'innovation pédagogique, elles se sont surtout situées justement sur différents niveaux, école primaire, etc. Et là, je pense même de manière plus lointaine à tous les pionniers de l'éducation nouvelle, comme Freinet. Donc en fait, à chaque fois, c'est une pédagogie qui était vraiment pour les plus petits.
et c'est aussi ce qu'on voit effectivement dans l'ouvrage qui a été coordonné par Clémence Mergy sur l'innovation justement dans les formes scolaires. On a effectivement d'emblée des exemples qui viennent plus facilement des écoles primaires, collèges, etc. Pour les formes supérieures, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais je pense qu'il y a des choses vraiment qui peuvent être très intéressantes à prendre et à développer. Il y a des choses qui existent, il y a des choses qui se font, et ne serait-ce que se poser la question de, en fait, est-ce que je suis obligée de faire cours avec des tables et des chaises ? En fait, non. Et je peux faire ça différemment. Et ça va induire un autre dispositif. Mais c'est vrai qu'après, c'est des contraintes qui pèsent aussi sur les locaux, sur l'occupation des locaux, sur les financements, puisqu'en fait, ça, pour les équipements, c'est aussi des financements de la région. Et donc, c'est toujours compliqué d'avoir un petit peu la main où chaque professeur peut faire respecter peut-être ses choix pédagogiques, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de contraintes qui pèsent et qui pèsent de plus en plus lourd, justement, et qui empêchent peut-être la facilité de la prise de décision pour se dire c'est pas grave, aujourd'hui, on va faire cours dehors, quoi. Donc, c'est vrai. Ouais, merci. Et toujours dans cette même sphère de réflexion sur le pouvoir bon, je suis ravi qu'on parle comme ça de cette histoire des écoles de design, mais peut-être que c'est vrai que de ce fait, on a mis de côté aussi, il n'y a pas que les écoles de design dans cette histoire. On pense peut-être plus facilement au Bauhaus qu'au Werkbund, mais des choses, des politiques industrielles, peut-être si on faisait le compte, ont peut-être eu finalement plus d'importance dans l'histoire que les écoles dont on parle. Ça, c'est une question que j'étais en train de me poser, qui rejoint tout ce dont on parlait, sur le faire, etc. Parce qu'il y a les écoles où s'élaborent des pratiques, mais elles ne peuvent pas grand-chose toutes seules à l'échelle de l'industrialisation des pays, etc. Donc oui, politique industrielle, école de design. Ouais. Effectivement, c'est-à-dire qu'on pourrait aussi entendre école dans le sens tout simplement mouvement de pensée, quoi. Et c'est vrai qu'on pourrait aussi tout à fait prendre en compte ces différentes écoles de pensée, les différentes associations aussi. Enfin, effectivement, on pourrait tout à fait envisager ça à une autre échelle, puisque la pédagogie, c'est pas uniquement l'œuvre de l'enseignement, mais c'est effectivement, ça peut être aussi par l'intermédiaire de différentes associations ou organisations qui œuvrent pour faire reconnaître une discipline, et ça a été particulièrement vrai dans le design aussi, étant donné qu'à une époque, il y avait peu de reconnaissance publique, il y avait énormément d'initiatives privées, ne serait-ce que par exemple pour la fondation de l'UCAD. Par exemple, donc il y a énormément comme ça d'associations qui ne sont pas des écoles, mais qui ont contribué à promouvoir, à propager certaines idées de ce qu'est le design, et qui ont compté certainement pour beaucoup dans la construction de notre discipline. Ouais. Comme c'est l'Alliance française des designers, justement, qui se bat beaucoup aussi pour la reconnaissance de la discipline et de notre statut. Donc, il y a effectivement plein de choses comme ça qui font école d'une certaine manière, sans forcément avoir à voir directement avec l'enseignement, en tout cas. Puisque tu as tout à fait raison, l'éducation, même globalement, ne se fait pas que par l'enseignement. La situation est exactement la même de toute façon ici, de manière très locale, avec ce qui a donné naissance tout simplement à l'Ancêtre. On aura l'occasion d'y revenir demain, de toute façon. Mais c'est vrai que le tissu industriel est un moteur. Et les groupements de manufactures, d'entreprises, étaient les premiers à se questionner sur la nécessité de bien former des apprentis
apprentis, des ouvriers, puis après, effectivement, d'autres niveaux d'expertise qui font fonctionner et améliorer la qualité des productions et donc forcément le rendement derrière de ces mêmes entreprises. Elles ont joué un rôle parfois fondateur, historiquement. L'État a aussi cherché à reprendre la main sur la conduite, tout simplement. Donc Question de pouvoir encore. Voilà, toujours une question de pouvoir, mais aussi avec de vrais enjeux sociaux fondamentaux. Et économiques. Et économiques. On a aussi une autre réalité à la fin du 19e siècle, qui effectivement maintenant paraît très lointaine, mais voilà, elle était importante. C'était que on travaillait à l'usine très 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 jeune, quoi. Et du coup, pour pouvoir se perfectionner, il fallait pouvoir se rendre disponible. Et finalement, c'est la loi Astier que tu avais évoquée là aussi tout à l'heure est un des éléments qui va rendre obligatoire et gratuit la scolarisation jusqu'à 16 ans. Les entreprises n'ont plus le choix, ils doivent laisser effectivement donc les plus jeunes et aller ça se fait former. arriver aussi les premiers contours de l'enseignement professionnel. Exactement. Oui, tout était. Ouais. C'est sur un parallélisme là ici. Ça. Donc voilà, c'est pareil que pour l'UCAD, effectivement, comme tu disais. Voilà, peut-être d'autres encore questions, d'ultimes questions, puisque on va sans doute plus trop tarder. Oh, ça va. Mais, non ? Allez. C'est pas une question. Le terme d'art appliqué a quasiment disparu au profit du design. Sans cynisme de ma part, une école qui s'appelle l'École supérieure d'art appliqué et du textile. Dans cet intitulé-là, quelle visibilité peut-elle avoir sur le marché, entre guillemets, je vais mettre entre guillemets, des formations ? C'est vrai que c'est compliqué. Alors, la plupart des autres écoles ont toujours gardé art appliqué. En même temps, dans STD2A, maintenant, c'est sciences et techniques du design et des arts appliqués. Donc, en fait, il y a quand même la volonté de conserver cette singularité avec l'identité conjointe design et art appliqué. Après, en France, c'est sûr que ça a une lisibilité qui est logique puisque tout le monde s'est habitué à cette formulation très historique des arts appliqués à l'industrie. Mais aujourd'hui, ça pose question, surtout dans l'optique d'une reconnaissance internationale, puisqu'effectivement, le terme art appliqué, ça reste très franco-français, quoi. Oui, et puis après, c'est la même question pour les arts et métiers, pour les arts déco. Donc, les écoles correspondantes, elles-mêmes sont sur un registre, on va dire, anachronique en termes d'appellation, mais elles restent, selon leur notoriété, plus faciles justement à flécher selon leur spécialité que d'autres établissements on va dire plus confidentiels. Mais c'est vrai que c'est pas facile de changer d'un seul coup le nom et l'identité d'une école qui s'est construite comme ça sur plusieurs dizaines, centaines d'années. Dans le cas de l'ENSAT surtout. Ouais. Après, le nom qui déjà, depuis quelques années, si on prend appui sur notre propre exemple de l'ESAT, on n'entend pas art appliqué, c'est l'ESAT. Déjà, le fait de s'exprimer en anachronisme peut être un premier argument peut-être pour le maintien, ne serait-ce que le maintien de cette appellation qui n'est même pas une appellation d'origine, mais qui est quand même l'appellation qui a largement permis à notre école de forger quelques-uns des traits de son identité, on va dire, au moins donc de son identité en termes de communication, tout simplement. Aujourd'hui, effectivement, l'autre question qui se pose, c'est quelle est la nature de certaines écoles qui ont comme ça des noms un peu proches, mais qui effectivement ont parfois des spécialités qui ne sont même pas intelligibles par ces appellations-là. C'est effectivement de les accompagner. Nous, on traduit encore ESAT, donc École supérieure art appliqué et textile.
alors que c'est bien l'École supérieure des arts appliqués et du textile. Ces petites liaisons quand même font un peu la différence. En termes d'image sur un site de communication, ça s'entend parfaitement bien, mais nous sommes une école de design et de métiers d'art. Mais oui, et il y a aussi encore toujours... C'est ce qu'on est devenu en tout cas, même si c'est pas encore parfaitement bien intégré. Ouais, Je pense. mais même dans les intitulés maintenant des spécialités, des diplômes de DNMAD, il y a encore des choses qui sont pas forcément très intelligibles, quoi, quand bien même ce sont des intitulés et des plaquettes qui s'adressent à des élèves de bac, quoi. Même moi, des fois, j'ai du mal à m'y retrouver. Alors, voilà, c'est difficile. Juste un mot, il n'est pas forcément plus rassurant d'utiliser le mot design qui, dans son acceptation contemporaine, devient d'un étendue tellement pléthorique qu'on se demande à un moment donné ce qu'il désigne réellement. C'est-à-dire que l'emploi actuel du mot design, qui va du design culinaire en passant par je ne sais quoi, n'est pas tellement plus rassurant du point de vue pédagogique, hein, pour moi. Je le précise quand même, ce n'est pas une garantie du tout d'efficience. Tout à fait. En tout cas, on prend acte, malgré tout, de cette nécessité, dans une actualité contemporaine, de la prévalence finalement de ce terme, même si il n'est pas forcément plus évident. Il semble quand même largement faire l'unanimité, en tout cas auprès des enseignants de la spécialité. Après, ce qui est complexe, c'est que comme c'est un champ disciplinaire qui est très jeune, c'est un champ disciplinaire qui est encore en mouvement. Et donc, forcément, la réalité des choses qu'on met derrière, elle va varier beaucoup d'une personne à une autre. Donc, c'est vrai que c'est le mot peut-être qui va faire le plus consensus à l'international et qui va permettre de mettre le doigt sur la réalité de ce qu'on y fait. Mais en même temps, qui va être effectivement un petit peu changeant d'une personne à l'autre. Et c'est vrai qu'en France, on a ce côté un peu... le designer, c'est le faiseur de chaises, quoi. C'est un peu malheureusement attaché à cette... Ce raccourci. Mais c'est vrai que ça recouvre tellement une pluralité de pratiques ouais, c'est pas facile de voir ce qu'on y met. Ouais. Beaucoup moins. Beaucoup moins. C'est vrai que on le constate auprès des plus jeunes, parce que c'est vrai que avec quelques années d'expérience aussi, malgré tout, c'était un vrai problème de l'entendre sortir comme ça de la bouche des élèves. Exactement, mais en fait c'est parce que ça a été beaucoup employé au moment justement de l'essor un peu du design dans les années 80. Où du coup où on en parlait aussi dans les magazines féminins, ouais. Donc effectivement c'est devenu un adjectif pour certains. Effectivement, on a substantivé. Après, il y a des effets de mode. Ouais. C'est davantage remplacé par c'est stylé. Là, ça c'est voilà. Mais bon. Et d'une certaine manière, c'est très intéressant aussi de le voir revenir, ce terme. Mais ça, c'est vraiment un beau prétexte pédagogique français. aussi. Ouais. Mais là aussi, c'est typiquement français, quoi. Jamais il y a une mécompréhension. En tout cas, l'emploi du design comme adjectif, il n'y a que chez nous que ça existe, quoi. Ailleurs, c'est quoi? Bon, en tout cas, c'est une intervention qui a encore soulevé beaucoup de réactions, de questions, sans doute encore en tout cas, dont les éléments de réponse vont sans doute parvenir très progressivement, mais le fait qu'on se pose les questions montre qu'effectivement, elles ont sans doute pour nous tous, en tout cas pour une bonne partie d'entre nous, déjà une réalité dans l'exercice du métier ou éventuellement dans la poursuite d'études, puisque je vois également les étudiants bien réagir. Merci beaucoup une fois de plus, Léa, de cette présentation.